Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre de l'émission Consultation. Consultation, comme vous le savez, c'est le magazine de la chronique santé diffusé sur Numérica Télévision. Ce soir, nous n'allons pas parler d'une maladie, mais nous allons parler d'une mission humanitaire. Humanitaire puisqu'on les voit intervenir lors des catastrophes, lors des épidémies, et ils interviennent sans demander quelque chose, ils viennent en appui aux sinistrés, et c'est un peu autour de ça que nous allons parler aujourd'hui au cours de cette émission, à travers un projet de l'organisme humanitaire Médecins sans frontières. Nous allons parler ce soir du POUC, qui est le pôle d'urgence Congo. Et pour en parler, nous aurons deux invités ce soir, le docteur Jean-Paul Nakio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Et monsieur Julien Binet. Voilà, chacun de vous va donner sa présentation, ses fonctions au sein de Médecins sans frontières et puis surtout au sein du POUC. Je m'appelle Dr Jean-Paul Nyakio, médecin au PIC et responsable des activités médicales, donc responsable médical adjoint de ces projets. Voilà, et Julien? Bonsoir, je m'appelle Julien Binet, je suis d'origine française et je suis le chef de mission adjoint de Médecins sans frontières, donc basé à Kinshasa. Pour tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, ils se demandent projet pôle d'urgence au Congo, c'est quoi? C'est quoi pôle d'urgence au Congo? Ok, donc le pôle d'urgence est un projet de Médecins sans frontières. Donc il est basé à Kinshasa, il intervient dans 18 provinces en RDC. Le projet a été créé en 1995, donc il a maintenant plus de 22 ans. Et donc il répond aux épidémies et aux catastrophes naturelles dans ces 18 provinces en tant que partenaire du ministère de la Santé. D'accord, 18 provinces, dans quelle province particulièrement? À part Kinshasa? Donc, nous intervenons dans 18 provinces. Il y a Kinshasa, il y a les provinces de Congo central, les provinces de Congo central, Olomami, c'est une province démembrée de Kasaï oriental. Kasaï oriental, province de Sankuru, province de Kasaï central, Kasaï, province de Kwilu, province de Kwango, province de Maindo. L'ancienne Bandundu. L'ancienne Bandundu. On intervient aussi dans les 5 provinces démembrées de l'ancien Équateur. Les provinces de Chopo, Bazuele. L'ancienne province orientale, vous intervenez là aussi. Et la province de Maniema. Alors, expliquez-moi un peu, MSF déjà intervient lors des catastrophes et tout ça. Mais pourquoi une structure spéciale pour intervenir? Ça ne fait pas double emploi? Où est-ce que Médecins sans frontières s'arrête et où est-ce que, quelles sont les limites de pôle d'urgence au Congo? Donc MSF est présent en RDC depuis une trentaine d'années à travers différents projets. Et il a été décidé il y a 25 ans d'avoir un projet qui répond aux urgences du Congo seulement. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le PUC, le pôle urgence Congo. Il est basé à Kinshasa. Et l'idée, ce projet a été construit par MSF avec les autorités du ministère de la Santé. L'idée était d'avoir un partenaire présent sur le long terme qui est capable d'appuyer le ministère de la Santé en cas d'épidémie ou en cas de catastrophe naturelle. Car comme on le sait, en RDC, vu la grandeur du pays et les difficultés d'accès, il est important de pouvoir aller partout pour les ripostes. MSF est représenté un peu partout dans le monde. Est-ce que dans les autres pays où MSF est présente, il y a ce genre de projet aussi? Donc, à part le Congo, voilà, puisque c'est Congo-Kinshasa, est-ce que dans les autres pays, il y a le pôle d'urgence Bénin, Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a aussi ailleurs comme ça? Non, pour MSF, c'est le seul pays où MSF a un projet de pôle d'urgence.
Par contre, pour les autres pays, on a les pôles d'urgence qui sont basés à Bruxelles ou à Paris et qui peuvent intervenir en fonction... Intervenir ponctuellement, d'accord. Alors, votre domaine d'intervention, vous intervenez quand est-ce que vous allez sur terrain? Oui, au niveau du pôle d'urgence Congo, nous avons les scénarios. Donc les scénarios en fonction des pathologies épidémiques et en fonction des situations humanitaires, on a défini les critères qui nous permettent d'agir dans ces zones de santé ou d'agir dans les provinces en difficulté. Et quels sont ces critères? Ces critères dépendent du nombre de cas, les problèmes majeurs qu'on trouve, la situation des maladies dans la zone. Par exemple, en cas de choléra, même si vous avez un cas de choléra, MSF pôle d'urgence Congo peut s'activer, aller intervenir dans ces zones. Même un seul cas. Même un seul cas, on a un moyen d'ouvrir, de superviser la zone, de surveiller la zone et de récolter les informations essentielles. Parce que quand vous avez un cas qui arrive, mais tu ne connais pas le nombre de personnes contaminées pour le choléra. Donc à ce moment, on peut s'activer avec nos réseaux, nos bureaux provinciaux, et les bureaux provinciaux peuvent agir au premier moment en attendant que l'équipe d'intervention rapide arrive au terrain. Alors dans l'équipe de pôle d'urgence au Congo, il y a des médecins et qui d'autres font partie de ce projet du PUC? Bien évidemment, il y a des médecins, il y a des infirmiers, des anesthésistes, il y a des sensibilisateurs, mais on a tendance à oublier à chaque fois l'équipe logistique, parce que pour aller au milieu du Congo, il y a beaucoup de challenges. Donc il y a l'équipe logistique, il y a l'équipe d'approvisionnement et il y a aussi tous les financiers, les administrateurs. Donc c'est une grande équipe de médicaux et de paramédicaux qui travaillent ensemble. Alors expliquez-nous un peu le fonctionnement, comment vous agissez sur terrain. Il y a une épidémie qui s'est déclarée sur terrain. Comment vous intervenez? Comment ça se passe? Expliquez-nous un peu l'histoire du PUC, comment vous agissez sur terrain. Oui. Lorsqu'il y a une situation épidémique ou une situation humanitaire qui se déclare dans une zone, en sachant que nous sommes un collaborateur du ministère de la Santé, c'est qui nous envoie l'alerte en premier lieu. Lorsque l'alerte est confirmée au niveau de nos bureaux provinciaux, et cette alerte arrive au niveau de la coordination nationale, et au niveau de la coordination nationale, on analyse cette situation. Après, nos équipes peuvent descendre pour aller investiguer la situation, récolter plus d'informations pour nous aider à bien planifier nos actions. Et lorsqu'ils retournent, ils disent que la situation est tellement catastrophique. Et là, les pôles d'urgence avec la zone de santé ou la province, ils vont décider d'intervenir. Les paquets à mettre en place, et les paquets, ça peut être la prise en charge des cas, la formation des personnels de santé, et dans cette formation, même la vaccination, si c'est une maladie qui nécessite une vaccination. Et dans ces cas, nous descendons avec une équipe multidisciplinaire, comme Julien a parlé, qui a plusieurs personnes, plus de trentaine de personnes qui interviennent, mais en arrivant sur terrain, on recrute le personnel local. On ne peut pas travailler seul, on travaille avec l'équipe du ministère, on travaille avec l'équipe de la communauté, la société civile et les autres acteurs. Alors, dites-moi, Julien, oui, à partir du moment où vous avez l'intervention, vous avez l'information plutôt, et par rapport à ce que le Dr Jean-Paul vient de dire, le temps que le ministère vous informe, le temps de faire l'évaluation, qu'est-ce qu'il faut, ça prend combien de temps de la nouvelle, vous êtes en possession de la nouvelle, et votre intervention, ça peut prendre combien de temps? Bon, cela dépend. Selon le scénario, comme avait évoqué Dr Jean-Paul, si on parle d'épidémies à caractère infectieux, par exemple, type les fièvres hémorragiques virales, Ebola ou encore le choléra, on va tout faire pour que cette période soit la plus courte possible et on va essayer d'aller le plus vite possible. Et d'ailleurs, les autorités vont nous faciliter la tâche dans ce cas-là. Par contre, si c'est pour les épidémies de rougeole ou d'autres pathologies, habituellement on est entre 15 et 20 jours entre l'alerte et le lancement de l'intervention, le temps que l'équipe puisse arriver sur place et ensuite se déployer sur place, parce que le challenge, le défi principal reste l'accessibilité. L'accessibilité, ça dépend du lieu où
la maladie s'est déclarée. Voilà, exactement, parce que si on intervient dans la ville de Kindu, par exemple, il est relativement simple de prendre l'avion et d'atterrir à Kindu, mais si on est dans une province un peu plus éloignée, par exemple au Sankuru ou la Chouafa, il faut atterrir sur place, ensuite il faut réunir les véhicules et aller sur place, et là ça peut tout de suite prendre beaucoup de temps. Mais l'essentiel, c'est d'arriver et d'intervenir urgemment. Est-ce que dans le cas du virus Ebola qu'il y a eu dernièrement à Likati, en province orientale, est-ce qu'on a connu la participation du PUC aussi? Oui. Oui, la participation du PIC était là. Et je pense en termes de temps de déploiement, c'était un jour. Oui. L'épidémie était déclarée le 11 par le ministre national de la Santé. Et les 12, l'équipe était au terrain. Mais là, il ne vous a pas fallu beaucoup de temps pour réfléchir et descendre sur le lieu et réunir tous les moyens, puisque selon les informations, c'est une zone difficilement accessible. Oui, c'est difficilement accessible parce qu'à Likati, pour amener le matériel, ça a demandé les motos. On a transporté des tonnes par moto, mais c'est du courage et c'est un plan qui était déjà élaboré. On a un plan pour l'approvisionnement, on a des matériels disponibles déjà, les kits médicaux, les kits logistiques, les kits Watson pour l'eau. Et donc, il y a la facilité de mettre tout dans l'avion et d'atterrir directement. Et on était aidé par les moyens aussi de communication rapide, par les hélicoptères pour arriver au niveau de la zone. Alors, Julien, quand vous êtes sur terrain, on prend le cas de l'Ebola, puisqu'on est en train de parler de ça. Vous arrivez sur terrain, première étape, c'est avoir l'information et voir les cas suspects. C'est ça, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement sur terrain? Bon, pour le cas précis d'Ebola, très souvent il y a beaucoup de partenaires qui sont présents. Donc il y a le ministère de la Santé qui est présent sur place, bien évidemment, avec d'autres partenaires. Donc la première étape, c'est de se réunir ensemble et de bien se coordonner pour savoir qui va faire quoi et avoir une répartition des activités qui est bien précise. Avec les autres partenaires qui interviennent. Oui, bien sûr, oui. Donc notamment l'OMS et d'autres en fonction des interventions. Ensuite, donc pour MSF et pour le PUC, lorsqu'il s'agit de prise en charge d'Ebola, le PUC s'investit très souvent dans la prise en charge des cas. Donc on monte les structures de traitement des cas d'Ebola et on peut s'investir aussi dans la surveillance. Donc voilà, en fonction des épidémies, nous répartissons les tâches et très souvent MSF est en première ligne en termes de prise en charge. Et la fin de la mission du PUC s'arrête quand? Bon, quand vous êtes sur terrain, prenons toujours le cas d'espèce de Likati. La mission s'achève quand vous êtes allé, quand on a fait l'alerte sur terrain, vous vous déployez, et votre mission s'arrête quand? Quand il y aura le dernier cas de malade ou quand vous avez déjà fait votre travail? Comme vous savez, il y a plusieurs partenaires qui supportent le ministère de la Santé, et le PUC, le Pool Urgence Congo, est un pool d'urgence. Et ça, c'est très important de le comprendre parce qu'il est là pour répondre et pour amener son support pendant les crises rapidement et pendant les crises aiguës. Donc, de façon moyenne, on pourrait dire que les interventions du PUC s'inscrivent entre 3 et 4 mois. Mais si, bien évidemment, pour des raisons épidémiologiques où il n'y a pas d'autres acteurs pour nous supporter, il est possible de trouver un autre partenaire pour nous remplacer, ou même, pourquoi pas, que le projet devienne un projet MSF, mais de plus long terme. Donc à ce moment-là, le PUC, le Pool Urgence, sort, et MSF peut rester présent pour 1 an, 2 ans, en fonction de la situation. Alors, jusque-là, vous êtes intervenu vous intervenez en principe dans 18 provinces, mais jusque-là, vous avez atteint combien de provinces déjà en 2017? Oui, en 2017, la majorité de nos interventions étaient focalisées plus sur Maniema, parce qu'on connaît qu'il y a une épidémie de rougeole qui sévit dans plusieurs zones de santé au niveau de la province de Maniema, et la majorité de nos activités étaient au Maniema. Mais après, la dernière intervention qu'on vient de terminer, c'est dans la province de Lomami, l'ancienne
province de Kasaï oriental, qui est démembrée, chef-lieu de Cabinda, c'est là où il y a l'Omani. On a travaillé dans 2 zones de santé, Kamana et Djopa, c'est à la frontière avec les Manima, dans les territoires de Lubao, et on a vacciné plus de 165 personnes. Vous avez intervenu pour la rougeole aussi? Oui, nous sommes intervenus pour l'épidémie de la rougeole, et la vaccination était de 165 000 personnes vaccinées et 11 000 personnes. Et ici à Kinshasa, est-ce que vous êtes déjà intervenu ici à Kinshasa? Le projet MSF, on sait qu'il intervient, mais le projet. Il est vrai que le PUC a plus tendance à intervenir là où les autres ne vont pas, donc on s'éloigne des grandes villes a priori. Mais ici, Kinshasa. Mais quand même, l'année dernière, lors de l'épidémie de fièvre jaune, donc il fallait vacciner une grande partie de la population de Kinshasa, et le PUC a intervenu comme partenaire et avec le pôle urgence de Bruxelles, donc les amis de Bruxelles sont venus nous supporter, et c'est la dernière intervention en date dans la ville de Kinshasa. En 2017. En 2016. En 2016, ouais, d'accord. En 2017, quand même, on a apporté nos appuis au niveau de la ville de Kinshasa, au niveau de Pakadjouma. On a intervenu pendant 4 semaines et fait des donations. Là, c'était le vaccin et... Non, c'était le choléra qui sévissait dans ces 2 zones de santé. Et nous, assurer le traitement des malades. Des malades et construire les endroits pour hospitaliser les malades. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui assurent, une équipe qui assure le suivi? C'est vrai, vous partez et le travail est fini, on boucle et puis on part. Est-ce qu'il y a une équipe de votre structure qui revient, qui fait le suivi des travaux que vous avez fait sur terrain? Ouais. Donc, en effet, nous avons 5 bureaux qui sont ouverts dans ces 18 provinces. Et ces 5 bureaux font la surveillance et la veille et détection. Donc ils ont un travail avant les épidémies, avant que le PUC arrive pour intervenir, mais aussi après. Et ils restent en contact avec les médecins-chefs de zone, avec les directeurs de division provinciale sanitaire. Et si besoin ou si nécessaire, ce sont nos contacts pour être toujours en contact avec les zones de santé. Mesdames, Messieurs, vous suivez en ce moment l'émission Consultation qui reçoit sur ce plateau M. Julien Binet et le Dr Jean-Paul Niakio. Ils sont de Médecins sans frontières, mais plus précisément du pôle d'urgence Congo. Avant d'aborder la prochaine question, nous allons suivre l'intervention du PUC, précisément à Ilebo. Suivez. C'était en 2015 avec le pôle Urgence Congo. Le PUC partait à Ilebo sur une intervention fièvre typhoïde. Il fallait rouler 3 jours pour arriver à Ilebo. Avec toute l'équipe, on était 25, plus les camions avec le fret médical. On a roulé la première journée, on a dormi dans un village. On a roulé la deuxième journée, on a dormi dans un village. Et la troisième journée, à 30 km de l'arrivée, on était tous très impatients. Il y avait un pont qui était complètement foutu. Et on ne pouvait pas passer dessus parce qu'il n'y avait plus que les 2 armatures principales en acier, mais il n'y avait plus le plancher, quoi. Donc on a demandé aux villageois comment on pouvait faire pour trouver une autre route. C'était notre premier réflexe, bien sûr. Et ils nous ont dit qu'il fallait passer par Kananga, Chikapa, et c'était 11 jours de route. Et vu l'urgence et l'attente de la zone de santé de notre arrivée pour les aider dans cette urgence, on n'avait pas 11 jours devant nous, donc on était tous ensemble et ils m'ont dit mais on va essayer de reconstruire le pont, quoi. Moi c'était une de mes premières interventions, je me disais mais comment ils vont faire ça? Donc on a coupé des arbres avec les villageois, on a posé les arbres sur les 2 armatures pour faire un plancher et ensuite on a démantelé les barrières du pont pour les mettre sur le plancher afin que nos roues ne tombent pas entre les bouts de bois, ne tombent pas dans la rivière. Donc les roues puissent passer sur les barrières. Alors avec un bambou, on a calculé l'empattement des roues des véhicules. Et après on a mis le bambou par terre et on a fait toute une route avec les armatures en fer. Et après les véhicules se sont passés un par un. Donc on a dû les vider pour pas que le poids affaisse le pont. Et on a tout pris le fret qui était dans des sacs hermétiques. On a tout jeté, notamment du carburant dans des fûts. On a tout jeté dans la rivière. On a tout poussé ça en nageant et ensuite... les gens ont récupéré pour remettre
Et quand on a passé les véhicules, c'était vraiment impressionnant parce que les chauffeurs avaient les fenêtres ouvertes, ils n'avaient pas mis leur ceinture au cas où qu'ils puissent sortir d'un coup sec. Et il y avait quelqu'un devant le véhicule qui donnait les conseils en disant un peu à gauche et un peu à droite. Et c'était vraiment au millimètre parce que s'ils mettaient une roue à l'extérieur du bout de fer, ça allait tomber dans la rivière. Et on a fait passer tous les véhicules comme ça. Et tous les villageois applaudissaient. On a mis plus de 10 heures pour faire cet exercice. Et le lendemain matin, on avait juste défait ce qu'il fallait et le chirurgien, Dr Jean-Paul, avait commencé les premières opérations au niveau de l'hôpital général et c'était vraiment une urgence parce que ces cas, s'ils n'étaient pas pris en charge ce jour-là, ils n'allaient pas survivre. Donc on était très, très contents de cette forte détermination. Alors, j'aimerais que vous-même commentiez ces images que nous venons de découvrir. C'est quand même, c'est pas facile, hein? Oui, effectivement, les interventions avec le pôle urgence sont dans des zones très reculées. Il n'est jamais très facile d'aller sur place, mais surtout de déplacer autant de monde et autant de matériel pour arriver sur place. Donc ça demande, notre équipe logistique est très expérimentée. Sans eux, on ne pourrait pas accéder à toutes ces zones. Et en plus, les routes du Congo ne sont pas toujours très praticables. Donc pour nous, c'est un des plus grands challenges. Et ça demande parfois de faire de la gymnastique pour arriver et pouvoir accéder aux bénéficiaires. Mais à part cette difficulté-là, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez sur terrain? À part l'accessibilité, les autres problèmes que vous rencontrez sur terrain? Oui, les difficultés sont... Il y a plusieurs types de difficultés qu'on rencontre en dehors de l'accessibilité. C'est d'abord la connaissance des MSF partout. Donc quand on arrive, on prête parfois confusion. Avec la Croix-Rouge. Avec la Croix-Rouge, avec Monisco, avec les autres. Donc on essaie de communiquer avec tout le monde et que nous sommes une organisation humanitaire indépendante qui œuvre dans les activités médicales et dans le but pour les nécessités. Donc les gens qui croient qu'on a plus de milliards de quoi, ce n'est pas ça, c'est pour venir en aide. On aide ces gens qui ont besoin d'un appui et après, nous, on va continuer à suivre la zone. Et il y a d'autres difficultés, d'autres dans la communauté, ça ne peut pas manquer, même avec les recrutements locaux des gens. Parce que tout le monde pose des questions, il doit trouver un travail à MSF. Et quand il va trouver travail à MSF, et parfois on n'a pas tous les postes, et il y a les gens qui se battent, il y a les gens qui créent des conflits, et c'est une difficulté énorme. Parce que si on n'a pas de bonnes relations avec la communauté locale, on ne peut pas travailler. Et peut-être si je peux ajouter une des difficultés, et celle-là on aimerait bien la clarifier, c'est vrai que comme l'a dit Dr Jean-Paul, MSF est vu comme une grande organisation et des fois on est confondu avec d'autres. Et il est important de préciser que MSF est une organisation non gouvernementale, même si notre nom MSF Belgique laisse penser qu'on a un lien avec le gouvernement belge. Non, c'est une organisation non gouvernementale dont le siège social est à Bruxelles. Et donc on a en toute indépendance, nous sommes un partenaire du ministère de la Santé. Et ça, très souvent, il y a une mauvaise perception parce que les autres organismes qui sont dans les mêmes zones, parfois, peuvent être des agences des Nations Unies ou d'autres organisations. D'accord. Julien, peut-être une question. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'humanitaire? Ça fait 7 ans. 7 ans. Et qu'est-ce qui vous a attiré, travailler bénévolement avec tous ces risques? Qu'est-ce qui vous a attiré vraiment? La question est posée à vous deux. Hein? Pourquoi cet engagement de travailler bénévolement dans l'humanitaire au risque de perdre sa vie, puisque toutes ces images qu'on a vues là, c'est pas facile. Vous êtes en contact avec des maladies très, très dangereuses comme Ebola et tout, mais là, vous ne voyez pas ça, vous faites table rase et vous allez Pourquoi cet amour du volontariat? Moi, je pense bénévolage. Moi, je dis travailler dans le monde humanitaire, c'est un don. Donc, probablement, je devais être un pasteur. Maintenant, ici, c'est un don. Et moi, je regarde les péripéties que j'ai traversées. J'ai travaillé à Maniabiondo dans les zones de conflit et pour aider les nécessités. Et même, je dirigeais
l'accouchement de la première femme qui a accouché avec Ebola. Donc c'était les risques importants. La dame, elle avait Ebola. Ebola, c'est la première femme au monde qui a accouché avec Ebola en 2012 à Isiro. Donc c'était un risque important. Ça, c'est les risques que nous prenons. Et quand nous prenons ça, on s'engage. C'est l'amour de l'autre. Mais la dame avec Ebola, vous étiez conscient que la femme avait Ebola, vous l'ignorez? Oui, j'étais conscient et je l'avais examiné, je l'avais diagnostiqué avec Ebola et je l'avais hospitalisé et je le suivais. Donc j'étais conscient de ce que je fais. Oh, c'est pas facile, c'est vraiment c'est émouvant là. Et comment ça s'est passé? Là, il y avait une hyper protection quand même. Oui, c'est la même. Là, il y a le sang, on interdit de manipuler où il y avait le sang, il y avait tout ça. Mais... Oui, c'est ça, c'est le risque. Malgré la protection, on ne sait pas, les risques zéro n'existent pas. Mais on avait les moyens de protection et j'ai fait mon travail comme médecin, comme humanitaire, d'aider une personne qui est en danger. Et de faire mon travail. Et je sais qu'aujourd'hui... Elle vit? Non, malheureusement, non. La femme était décédée après quelques jours et les bébés, mais c'était très stressant chez moi. Ouf, vraiment, courage et félicitations. Et vous, Julien, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans le bénévolat? Bon, un peu comme Jean-Paul, j'avais cette envie de travailler pour les autres, déjà dans mon propre pays au niveau d'associations locales. Et quand je voyais le travail de Médecins sans frontières qui intervenait dans tous les pays où des besoins étaient identifiés, j'avais vraiment envie de joindre l'équipe, notamment une équipe médicale, c'est ça qui me poussait. Et donc voilà les principales raisons. De faire... Et ça vous plaît, ça vous encourage? Est-ce qu'on pouvait inviter les autres aussi à faire ce que vous faites? Oui, bien sûr. Et, bon, il y a beaucoup de points positifs. Le fait de travailler ensemble entre Congolais expatriés est quelque chose d'assez fort. On partage nos expériences. Les gens ici en RDC, notamment l'équipe du PUC, ont vu tellement de choses et on travaille dans tellement d'endroits que quand nous on arrive en tant qu'expatriés, il y a vraiment une relation d'échange qui se crée. Et donc ça c'est un très bon point sur lequel on insiste et qui fait notre force. On est tous ensemble dans la même équipe. Et aussi, voilà, MSF a besoin de monde parce qu'on a de plus en plus de projets. Et voilà, des fois, il y a des ouvertures de postes. On demande aux gens de bien regarder parce qu'on a besoin de grandir. Quand les gens voient humanité, ils disent non, ça c'est pas ça. Ah, il faut avoir... Alors, on va peut-être conclure cet échange avec le PUC. Si on peut rappeler aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant l'objectif du PUC. C'est juste un rappel avant de conclure l'émission. Oui, l'objectif. Et la mission du PUC. L'objectif du PUC, c'est le pôle d'urgence Congo, comme on l'a dit, c'est un projet de MSF Belgique qui s'occupe des urgences. Mais ils interviennent dans les urgences aiguës pour appuyer les ministères de santé, la zone de santé et les provinces pour répondre à cette situation. Donc les situations de catastrophes naturelles, les situations des épidémies et les situations humanitaires, nous sommes là. Et les gens, ils peuvent nous contacter, ils peuvent s'adresser à nos bureaux provinciaux qui peuvent les orienter vers la coordination nationale. Non, là, si je pouvais ajouter un message, c'est que le ministère de la Santé, avec les partenaires, nous sommes présents et nous essayons de lutter contre les épidémies. Aujourd'hui, l'épidémie de choléra, cette année, en 2017, est la plus importante depuis les 15 dernières années. Donc le PUC travaille très très dur aux côtés du ministère de la Santé pour essayer de répondre, mais il y a encore beaucoup de besoins, il y a encore beaucoup de zones qui ne sont pas couvertes par les partenaires et on profite un peu de ce message pour appeler les autres partenaires à essayer d'intervenir. D'accord. Le PUC n'intervient pas si le ministère de la Santé n'a pas donné son aval. Non, bien évidemment. Il faut nécessairement que le ministère de la Santé donne son cutus pour que le PUC intervienne. Bien sûr. D'accord. Alors, docteur Jean-Paul, vous avez parlé de vous contacter en cas de besoin. Alors, où est-ce qu'on peut vous contacter? Où est-ce que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant, qui ont besoin peut-être d'une information qui n'a pas été dite ici, alors où est-ce qu'on peut vous contacter? Maintenant, vous avez nos
numéro de téléphone parce que le numéro de notre bureau de Kinshasa qui s'occupe de veille et surveillance dans la ville de Kinshasa et dans les provinces démembrées de Bandundu, ils peuvent nous contacter facilement et vous avez leur numéro. Et aussi dans notre page Facebook de MSF Congo, ils peuvent écrire ou ils peuvent laisser leurs commentaires et on peut essayer de suivre ces commentaires. Et dans notre page Twitter. C'est MSF ou c'est PUC? C'est MSF Congo. MSF Congo. MSF Congo. Et donc il suffit de cliquer sur MSF Congo. Sur Twitter ou Facebook. D'accord. On va terminer cet entretien. Un mot pour conclure. Julien? Non, mais merci pour votre temps et pour cette interview. On est content que le PUC soit représenté à Numérica TV. Et voilà, on espère continuer pour de longues années. Pourquoi pas vous accompagner lors des descentes sur terrain? On va prendre le risque de travailler dans l'humanitaire et voir le docteur Jean-Paul à l'œuvre en train d'aider une femme souffrant de Ebola à accoucher. Ça, il faut le faire. Hein? Oui, ça va. Moi, je suis très content de vous visiter et de discuter avec vous sur les activités PUC. Ce n'est pas facile de comprendre ce qui est PUC, qu'est-ce que PUC fait et comment on œuvre dans les fonds de notre pays. Vraiment, vraiment, vous avez raison, hein, on a vraiment compris. On a souvent parlé avec la chargée de communication Francine Congolo. Et vous avoir sur le plateau m'a beaucoup éclairé. Merci Francine de m'avoir mis en contact avec Julien et Jean-Paul. Mesdames, Messieurs, si vous avez des inquiétudes, le numéro est affiché au bas de l'écran. Il suffit de nous appeler ou carrément contacter le PUC par Twitter ou Facebook et vous aurez les réponses à vos préoccupations. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve vendredi 18h pour la rediffusion et mardi prochain pour un nouveau numéro consultation. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir et merci à vous. Merci. Siza